Roberto De Zerbi sera-t-il toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Adrien Rabiot et Mason Greenwood, les deux stars du dernier mercato estival, prolongeront-ils l'aventure dans la cité phocéenne? Voilà bien des questions que se posent tous les supporters de l'Olympique de Marseille et qui animent l'actualité du club phocéen. Il convient donc de faire un point suite aux réponses de Pablo Longoria en conférence de presse, un point d'actualité, également reprendre les dernières informations qui ont été publiées, car si l'Olympique de Marseille vient de conclure une première saison de son cycle réussi avec une deuxième place, une qualification en Ligue des Champions, un espoir retrouvé, une confiance retrouvée et une symbiose au sein du club qui semble s'installer alors que l'année dernière avait donné lieu à énormément de tensions en interne. L'avenir du projet se joue déjà, notamment l'avenir de Roberto De Zerbi, comme évoqué en accroche, mais également l'avenir d'énormément de joueurs clés de ce projet. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de notre point d'actualité qui sera certainement, allez, pas forcément quotidien, mais qu'on retrouvera tous les 2 jours sur la chaîne où je ferai un point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et où je livrerai mon analyse. En tout cas, aujourd'hui, l'actualité est particulièrement chargée puisqu'on a eu la conférence de presse de Pablo Longoria, on a eu quelques rumeurs mercato, on a eu quelques points également des mises à jour sur l'avenir de Roberto De Zerbi et je vous propose donc, aujourd'hui, d'analyser tout ça et je pense qu'on peut commencer par la conférence de presse de Pablo Longoria donc, comme à son habitude depuis son intronisation à la présidence du club, Pablo Longoria a livré une conférence de presse bilan qu'on peut qualifier de semestrielle. Il en fait une à la fin de chaque demi-saison, il en fait une à la fin de chaque saison. Il a évoqué énormément de dossiers, l'avenir de Roberto De Zerbi, la situation économique du club, la situation de la LFP et de la Ligue de football professionnel qui est actuellement en proie à des évolutions qu'on peut qualifier d'historiques ou de majeures, la situation également de Franck McCourt, Mehdi Benatia. Bref, énormément de sujets, également celui de l'arbitrage sur lequel je me permettrai de faire un point particulier pour avoir une certaine connaissance du dossier. Alors juste avant d'évoquer la conférence de presse de Pablo Longoria dans les domaines précis qu'il a pu évoquer, je veux juste livrer mon avis par rapport à cet exercice qui est désormais traditionnel. Je trouve que j'ai trouvé Pablo Longoria plutôt cohérent, extrêmement cohérent. Je trouve qu'il a vraiment progressé dans la communication. Là où, par exemple, il y a encore 1 ou 2 ans, il faisait énormément de langue de bois, il pouvait faire preuve d'incohérence parfois même dans ses discours. J'ai senti un président rassurant et convaincant. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner parce que j'ai trouvé que Pablo Longoria, à un certain moment dans sa communication, s'était un peu perdu, notamment la saison dernière, où on pouvait l'entendre dire tout et son contraire sur certains sujets. Là, je trouve qu'il est plutôt cohérent sur l'ensemble des sujets qu'il évoque, de la planification sportive qu'il met en place à l'Olympique de Marseille, à la situation du football français, ou encore l'arbitrage et notamment le sujet des opérateurs VAR qu'il a pu évoquer. Vous savez que c'est un sujet qui a été publié et une investigation qui a été publiée sur notre média et plus globalement, comme on le voit sur le tweet affiché juste ici à l'écran, je trouve que c'est une démarche assez louable et qui est quasiment unique et exclusive en France d'avoir un président qui fait un bilan en conférence de presse, qui ne donne pas de limite de temps. On le voit actuellement à l'écran, sa première prise de parole. Comme je dis souvent dans ce type d'exercice, conférence de presse pour faire le bilan sans limite de temps. Donc, il est à la disposition des questions des journalistes. Et ça donne du coup la possibilité d'entrer en profondeur sur des détails au cours desquels on n'a pas eu énormément de précision cette saison, puisque les interventions médiatiques d'un président en général se cantonnent à des présentations de recrues, à des interviews sur des thématiques bien précises comme le mercato. Et là, au contraire, on a un Pablo Longoria qui a évoqué à peu près toutes sortes de sujets. Le premier, c'est l'importance, bien évidemment, de la qualification en Champions League. Comme il l'a souligné en introduction, la question importante était de retourner en Champions League et de finir dans les 4 premiers. On a fini deuxième. Je suis plus que content des résultats de la saison. C'était important de retourner en LDC pour entamer un nouveau cycle économique. Donc, euh, Pablo Longoria, jusque la saison est réussie, dans le sens où l'OM a accompli ses objectifs, l'objectif de revenir en Champions League. Alors, ça illustre un peu l'importance qu'avait cette qualification pour les dirigeants. On sait que l'OM s'est permis des risques financiers, économiques, qu'un club qui n'est pas en Ligue des Champions, en Ligue 1, dans une situation comme ça avec les droits TV, en général, ne peut pas se permettre. Et que la stratégie des dirigeants, c'était justement à l'instar de Benatia et de son mercato ambitieux, de relancer la machine en prenant des risques et de confirmer la Champions League. Et on a l'impression vraiment que c'est un soulagement pour lui comme pour Mehdi Benatia, dans le sens où on a vu énormément de tensions chez ce binôme au cours de la fin de saison. Ça s'est illustré notamment à travers les polémiques vis-à-vis de l'arbitrage. Ça s'est illustré également à travers les prises de parole, les tensions qu'il y a pu avoir, par exemple, après la défaite contre Reims 3 buts à 0. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment une libération pour lui, comme pour Mehdi Benatia. D'ailleurs, Mehdi Benatia sera sur RMC dans Rotten sans flamme dans quelques heures, normalement à 18h. On a un Pablo Longoria qui est globalement satisfait, qui ressent ça comme
comme un soulagement, comme il a dit, il a emprunté les termes à Mehdi Benatia. Premier gros sujet, parce qu'on parle de soulagement, on parle du bilan de la saison qui vient de se passer, saison qui a été réussie sportivement, réussie comptablement, mais l'avenir de Roberto De Zerbi se pose déjà du côté de l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi Pablo Longoria évoque-t-il l'avenir de Roberto De Zerbi? Tout d'abord, c'est lié aux déclarations du coach italien en conférence de presse qui, s'il a affirmé qu'il souhaitait poursuivre l'aventure à l'Olympique de Marseille, a clairement posé des conditions. Cette fois-ci, on n'est pas forcément sur des conditions sportives. En tout cas, elles ne sont pas affirmées par l'Italien en conférence de presse, comme avaient par exemple pu le faire certains entraîneurs. Il ne s'est pas plaint de son effectif directement. Il a plutôt parlé de situations qui se sont passées cette saison au club, d'épisodes de tension. RMC a notamment précisé les événements auxquels l'Italien pouvait faire référence, en indiquant notamment que le retiro provoqué, ce qui s'était passé juste avant, notamment après le match contre Reims, lui avait fortement déplu, notamment les rumeurs qui étaient répandues dans la presse par l'intermédiaire de RMC ou de l'équipe, les médias qui ont pu publier des informations à ce sujet, notamment sur les tensions au sein du club, qu'il n'avait pas aimé l'image qui avait été renvoyée de lui d'un entraîneur qui avait perdu le contrôle sur son équipe. Et globalement, c'est tout le contexte de tension qui est inhérent à un club comme l'OM, hein. C'est des choses qui se passaient sous Marcelino, c'est des choses qui se passaient sous Tudor. Tudor avait dit hein, que l'OM était un grand club, mais avec des situations qui le rendaient très petit. Et je pense que c'est globalement le point d'accord que doivent trouver Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. C'est que si les deux, pour l'instant, si les deux parties sont d'accord pour continuer, il y a quand même des points au sein du club qui rendent l'ambiance assez pourrie et qui font qu'aujourd'hui, pour un entraîneur, c'est difficile de rester sur la durée à l'OM. Et Roberto De Zerbi, on a été le témoin avec tout ce qui s'est passé après Reims. Enfin, quand même, on est en plein sprint final et il y avait des rumeurs sur le fait que les joueurs avaient fait une mutinerie. Lui devait s'expliquer en conférence de presse. On se rappelle de cet épisode où il a dit que, par exemple, qu'il avait appelé sa mère et que pour lui, il était passé comme un voyou auprès d'elle. Bref, c'est un épisode qui visiblement l'a beaucoup touché. Et ce qui est ce qui est en tout cas positif à l'heure actuelle, c'est que Pablo Longoria affirme en conférence de presse que le club veut continuer avec Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi dit qu'il veut continuer et que visiblement, il y a juste besoin d'avoir un point d'accord entre les 2 parties sur l'environnement autour du groupe. Certainement aussi des conditions pour jouer à la Champions League parce que Roberto De Zerbi avait par exemple déjà tapé du poing sur la table au cours du mercato de janvier lorsque son effectif avait été retouché. Mais en tout cas, il y a quelque chose de il y a une forme de symbiose, mais un petit flou qui demeure aujourd'hui sur l'avenir de l'italien. Pablo Longoria a énormément parlé de timing dans les discussions, de la nécessité de faire redescendre l'adrénaline, de ne pas parler avec les émotions et d'avoir du coup une analyse plutôt, factuelle et objective et pas émotionnelle de la situation. En tout cas, Longoria a évoqué en conférence de presse un objectif évident pour la saison prochaine, notamment pour ce mercato d'été, le fait de conserver les meilleurs éléments du club. On a parlé du coach Roberto De Zerbi, mais également des joueurs dont l'avenir est en question. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, donc Pablo Longoria est revenu sur la situation d'international français. C'est un avenir qui est aussi flou, étant donné que Rabiot a lui-même entretenu le flou sur son avenir au micro du Canal Football Club ce dimanche soir, en évoquant notamment qu'il ne souhaitait pas se projeter sur l'avenir et qu'il fallait d'abord discuter. Donc un peu la même impression que Roberto De Zerbi, l'impression qu'on doit d'abord négocier avant de tabler sur l'avenir et peut-être qu'on est aussi en train de communiquer, en train d'être dans un rapport de force avec la direction, dans le sens où on veut vraiment des garanties et où on insiste là-dessus. D'ailleurs, Rabiot, Mehdi Benatia l'a dit avant le match contre Rennes ce week-end, c'était une de ses priorités, c'est vraiment une de ses priorités de le prolonger. Et on imagine que Rabiot est potentiellement en discussion actuellement avec la direction de l'OM pour une prolongation, c'est en tout cas ce qui a fuité au sein de plusieurs médias. Et on imagine que Rabiot va pas affirmer qu'il va absolument rester à l'OM s'il est en train de négocier un contrat, s'il est en train de négocier une revalorisation. Mais en tout cas, on a l'impression que si le projet continue à évoluer dans les dimensions qu'il a implantées au cours de la saison 1 de ce projet, on a l'impression qu'à la fois Rabiot et à la fois Roberto De Zerbi resteront. Mais dans tous les cas, on est clairement sur des dossiers qui sont plus ou moins liés parce qu'on imagine que si Roberto De Zerbi venait à quitter l'Olympique de Marseille, alors que beaucoup de joueurs ont affirmé qu'ils étaient venus en premier pour lui, ça changerait énormément de choses, hein. Parce que si De Zerbi part, on peut imaginer que Rabiot pourrait vraiment sérieusement commencer à réfléchir à un départ. On se rappelle que ça avait été le cas de nombreux joueurs à l'intersaison 2021-2022, lorsque Sampaoli, qui avait aussi eu une prédominance dans le choix de nombreux joueurs de rejoindre l'Olympique de Marseille, avait démissionné. Donc ça sera quelque chose à suivre, mais vraiment, si on doit fixer un premier objectif pour la direction de l'Olympique de Marseille cet été, et Dieu sait qu'il n'a pas été accompli au cours des dernières saisons, c'est celui de garder son coach. Parce que si on revient en arrière, l'OM factuellement ne garde pas ses coachs au cours des intersaisons.
Depuis, Rudy Garcia, même un André Villas-Boas qui a fait une saison et demie à l'OM, bah, il avait, factuellement démissionné et puis était revenu sur sa décision, au mois de juillet 2020 après le départ de Zubizarreta. Donc heu, donc l'objectif numéro un de Pablo, comme il a dit en conférence de presse, c'est la continuité et puis l'amélioration de l'effectif. Donc c'est des objectifs qui sont clairement cohérents et moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir, le président de l'OM enfin mettre au cœur de son projet l'idée de continuité et de stabilité. Parce que quand même, ça va faire 4 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille, avoir eu autant de coachs, ne pas avoir eu ce saut qualitatif, cette évolution, en termes de projet, de la continuité, de voir un projet de jeu s'établir sur 2 saisons. Ce qui est selon moi et même selon lui, hein, il le dit en conférence de presse, en interview, un des facteurs de la réussite. Bah, c'est un peu dérangeant sur son bilan malgré la réussite statistique et la réussite, en termes de classement. Donc, on espère en tout cas voir un Olympique de Marseille et moi personnellement je l'espère, voir un OM qui continue avec Roberto De Zerbi, qui améliore son effectif, hein, c'est le deuxième objectif qui est listé par Pablo Longoria, et qui consolide la base qui a été établie. Parce que sincèrement, si cet été on se retrouve avec un départ de De Zerbi et on doit encore tout changer, moi je vous avoue que je vais commencer à me poser des questions sur le projet de l'Olympique de Marseille parce que j'aurais l'impression que la machine se répète. Non, là, ce qui est bien avec Pablo Longoria, c'est que vraiment il met la continuité au centre du discours. Et on se rappelle que par le passé, c'était pas forcément le cas lorsqu'il parlait en fin de saison de Sampaoli, lorsqu'il parlait de Igor Tudor. On parlait déjà de discussions pour potentiellement prolonger l'aventure, mais il n'affirmait pas en conférence de presse: «On veut continuer, on est satisfait». Par exemple, Tudor, bon, Tudor avait annoncé son départ, à la conférence de presse d'avant-match, avant son dernier match à l'Olympique de Marseille. Donc là, il y a cet aspect globalement rassurant et on espère voir l'OM, passer un cap. Moi, je l'espère personnellement et je pense que ça passera par la continuité tant au niveau, des joueurs qu'au niveau du coach. On espère conserver Rabiot, on espère conserver également, un joueur comme Mason Greenwood. D'ailleurs, Pablo Longoria a évoqué son cas en conférence, de presse. Il a évoqué le cas de l'international, anglais, enfin qui va certainement changer de nationalité pour devenir jamaïcain, en disant que l'OM voulait conserver, Mason Greenwood. Alors je ne retrouve pas le tweet actuellement sous mes yeux. Ah si, c'est juste là. En disant bien évidemment que c'était un joueur majeur, que naturellement le club voulait le garder. Il a également évoqué les clauses dans son contrat qui fait, enfin dans son contrat plutôt, dans son contrat de transfert, en provenance de Manchester United, qui est un peu suspecte à des interprétations, c'est le fameux pourcentage. Est-ce que c'est un pourcentage à la revente? Est-ce que c'est un pourcentage à la plus-value? euh, Mais Longoria a clarifié, et là la nouvelle n'est pas très enthousiasmante pour l'Olympique de Marseille. On parle d'un pourcentage sur la valeur entière du joueur et pas à la revente. Donc c'est quelque chose à prendre en compte sur la future vente de Mason Greenwood. Joueur payé pour environ 30 à 40 millions d'euros. C'est que demain, la future vente de Mason Greenwood, 50% des fonds qui en seront tirés iront à Manchester United. Et donc ça change drastiquement la donne. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un transfert où l'OM fait soit opération blanche, soit plus-value, il faudrait le vendre à plus de 70, voire plus de 80 millions d'euros. Et est-ce qu'en l'état actuel du marché, le fait qu'il a fini pratiquement meilleur buteur de Ligue 1, le fait que c'est sa première saison, le fait qu'il est un peu en train de bah, de se renormaliser auprès des clubs européens qui voulaient pas qui voulaient pas le signer il y a quelques années. Est-ce que justement, on va pas avoir cette ambition de le vendre au pic de sa valeur et est-ce que, il faut attendre la Champions League du coup? Est-ce qu'il faut le vendre dès cet été parce qu'il a fini meilleur buteur de Ligue 1? C'est une problématique qui va se poser et moi je pense on peut clairement ranger, Mason Greenwood dans la catégorie des joueurs qui ont un prix de départ. Je pense que l'Olympique de Marseille, doit avoir fixé un prix de départ à Mason Greenwood, c'est-à-dire à partir de cette somme-là, on négocie plus, on le fait partir parce que économiquement, c'est la meilleure manière de retomber sur ses pattes, sur ce transfert qui certes est une grosse plus-value sportive, mais qui doit aussi être une plus-value économique et financière, quand on sait que ça a été un investissement, majeur du club. Également sur Rabiot, Pablo Longoria donc a fait aussi un point. Il a dit: «On n'a pas discuté sur son avenir pour le moment, mais je tiens à dire une chose, de ma carrière, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi exemplaire, quelqu'un avec un aussi grand cœur. Au-delà du sportif, il est exceptionnel». Donc on voit que vraiment, l'OM veut garder ses meilleurs éléments et c'est vraiment un point central de tout le discours qui est tenu par Pablo Longoria et vraiment encore une fois, je trouve que ça contrebalance énormément avec ce qu'on a vu ces dernières années. C'est-à-dire qu'à la suite de la saison Tudor, par exemple, ou plutôt la saison Sampaoli, Camara devait partir libre, Saliba allait retourner en prêt, Payet était sur la fin et donc à la fois on allait perdre notre coach parce qu'il allait démissionner, on allait perdre les éléments majeurs de la saison passée. Par exemple, Gerson typiquement avec le changement de système, sous Tudor, il était condamné à ne plus autant performer et donc c'est ça qui va faire la différence entre l'OM de cette saison et l'OM des saisons prochaines. L'OM des saisons passées et l'OM de la saison prochaine, c'est que si Roberto De Zerbi reste et que tous les éléments forts de cette saison restent,
on va enfin pouvoir avoir cette perspective d'avoir un OM qui progresse et quand même, c'est assez étonnant de se dire que sur les 4 dernières saisons, lorsqu'on est arrivé le 10 août, on se retrouvait avec un effectif qui était à 80 changé constamment. La saison Marcelino, on a Aubameyang, on a Ismaïla Sarr. Si on prend le 11 qui démarre contre le Panathinaikos, il y a au moins 7 nouveaux joueurs. La saison Tudor, idem, on a Nuno Tavares, on a Jonathan Klaus. Bref, on a un renouvellement, qui est, qu'on dénonce, hein, parce que c'est pas certes, c'est bien d'avoir des nouveaux joueurs, de voir des nouveaux joueurs, mais c'est quand même quelque chose qui, enraye une possibilité de progression et vraiment, je trouve que Pablo Longoria, sur ces points-là, il est vraiment cohérent et c'est plaisant enfin de le voir, affirmer, une certaine stabilité et de la mettre au cœur de son projet et j'espère que ça sera le cas. J'espère que les actes suivront les mots qu'il a pu tenir en conférence de presse. Par rapport à l'avenir d'un joueur, et là on rentre plutôt dans des considérations économiques, heu, un joueur en particulier, c'est Luis Enrique. Alors Luis Enrique, c'est clairement, pratiquement assuré le fait qu'il va quitter l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria en parle ouvertement en conférence de presse. Notre objectif, c'est de vendre Luis Enrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire. Le Brésilien qui est en discussion avancée avec l'Inter Milan, avec qui l'OM discute. Il y a également la Juventus, selon Foot Mercato, mais Nottingham Forest. Et Pablo Longoria a indiqué que les intérêts étaient multiples et qu'il y avait notamment cette Coupe du Monde des clubs qui faisait que plusieurs grosses écuries, notamment intéressées par lui, voulaient le signer aujourd'hui. C'est intéressant de voir que l'OM avait quand même cette obligation, parce qu'il justifie le transfert de Luis Enrique par des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire, c'est que l'OM avait déjà programmé la saison dernière, enfin l'été dernier, avec Franck McCourt, de vendre des joueurs. On sait que justement Luis Enrique a prolongé l'été dernier. Donc c'est quand même une réussite qu'on peut souligner sur la saison actuelle. C'est quand même, il y a une valorisation des actifs, autant Balerdi que Luis Enrique. Et se dire, l'été dernier, je ne sais pas, par exemple, au 30 juin, 2024, que Luis Enrique va partir la saison prochaine pour une trentaine de millions d'euros, franchement, moi, je l'aurais pas pensé et déjà, à ce qu'il soit autant titulaire cette saison, je l'aurais pas pensé. Donc c'est une vraie réussite de Roberto De Zerbi et de l'OM d'avoir valorisé un actif qui quand même, est là depuis l'arrivée de Pablo Longoria. Il me semble que c'est sa première recrue à l'Olympique de Marseille et d'en avoir fait une réussite, sportive et donc potentiellement économique parce que, quand même, 30 millions d'euros pour un joueur de l'Olympique de Marseille, on se rapproche des transferts les plus chers des ventes les plus chères de l'histoire du club. Je crois que c'est, Didier Drogba et Michy Batshuayi certainement. Et donc le faire sur un joueur comme Luis Enrique, sur lequel il y avait vraiment des doutes sur sa qualité intrinsèque il y a encore quelques saisons, ça pose quand même, ça pose ça doit être salué quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit être salué. Alors, un des points importants de la vidéo que je voulais souligner, parce que là on parle essentiellement de mercato, d'avenir du club, hein. Comme on l'a dit, on veut un OM qui se stabilise, un OM où il y a de la continuité. C'est quand même un point qui va peut-être faire le plus polémique dans ces conférences de presse, en tout cas en dehors de la sphère OM, c'est le point que Pablo Longoria a fait sur l'arbitrage et sur le VAR. Alors, pour contextualiser, parce que c'est énormément important de contextualiser ses propos et on sait que beaucoup de journaux vont faire des articles sur le fait que, Pablo Longoria a mentionné un architecte pour enquêter sur le VAR. Pablo Longoria a dit que les lignes de hors-jeu sont pas bonnes. Il faut contextualiser pourquoi Pablo Longoria évoque ce sujet. Alors, en conférence de presse, il lui a été posé la question, de sa réaction à Auxerre et de pourquoi elle avait eu lieu. Et il se trouve que Pablo Longoria l'a justifié par la polémique liée à l'opérateur VAR qui a été publiée par notre média, et sa réaction, qu'il a eue vis-à-vis d'aide. Donc Pablo Longoria dit que sa réaction à Auxerre est liée à une accumulation, mais que l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé, bien qu'il regrette cette situation, c'est la situation de l'opérateur VAR. Et c'est une situation qui agace particulièrement le président de l'Olympique de Marseille, parce que, selon lui, il y a clairement une forme d'opacité au sein, du système d'arbitrage et du VAR où, malgré tout ce qui a été évoqué, malgré la polémique que ça a provoqué, malgré ce qui a été fait par le club, parce que le lendemain ou 2 jours après nos révélations, l'OM a envoyé une lettre à la commission de l'arbitrage pour dire qu'il y avait un problème et que cet opérateur devait être écarté, rien ne se passe et il y a juste eu un changement de caméra. Et Pablo Longoria en avait déjà parlé dans un podcast en Espagne. Là, il en a parlé en conférence de presse. Et il se trouve qu'après cette question, où du coup il a évoqué son énervement, le pourquoi du comment ce pétage de plomb à Auxerre, on lui a demandé plus ou moins de préciser ce qui s'était passé. Et lui a clairement fait part d'un certain intérêt, d'un fort intérêt pour le sujet, en évoquant les problèmes du VAR en France, tout simplement. Et Pablo Longoria a évoqué clairement qu'il y avait des problèmes non seulement humain, comme on l'a souligné dans notre trade avec la présence d'un supporter du PSG à la VAR sur des matchs de l'OM, alors que son supporterisme est notoire.
mais également technique. Et là, c'est beaucoup plus troublant et vu qu'on a quand même travaillé sur le sujet du VAR, et qu'il est possible qu'on continue de travailler de plus encore sur la Zone, je peux confirmer ces dires, c'est qu'il y a aussi des problèmes techniques avec le VAR et c'est des problèmes techniques qu'il soulève au sein d'une prise de parole qui va certainement faire beaucoup parler. Il y a un gros problème avec le VAR cette saison, vous pouvez dire que je suis paranoïaque. Moi, je cherche à tout contrôler jusqu'au dernier détail. On a fait appel à des architectes étrangers pour étudier les lignes du VAR. La conclusion, les lignes du VAR dans le championnat de France ne sont pas bien établies et ne tiennent pas compte de tous les éléments. Donc, Pablo Longoria dit littéralement que les lignes du VAR en France, sur certains hors-jeux, sont fausses. C'est des informations que nous, à Massiazo, on se permet de confirmer parce qu'on les a depuis un petit temps. Euh, Ça montre quand même qu'il y a un gros problème avec le VAR. C'est-à-dire au-delà de ce qui a été soulevé vis-à-vis de l'humain, ce qu'on a soulevé dans notre trade, au-delà de toutes les erreurs qu'on a vues aujourd'hui dans l'utilisation, quand je dis aujourd'hui, c'est cette saison, dans l'utilisation du VAR, par exemple, la situation Saint-Étienne-Lyon, où ça part d'une erreur protocole VAR qui fait que Lyon va peut-être pas être qualifié en Ligue des Champions. Énormément de situations VAR qui ont été contre l'OM ou contre d'autres clubs. Il y a réellement un problème de confiance aujourd'hui dans la technologie VAR, à la fois dans l'humain, dans ceux qui gèrent le VAR, mais aussi dans la technologie elle-même, c'est-à-dire les lignes du VAR. S'il y a un problème aujourd'hui sur le fait d'établir des lignes du VAR qui sont factuelles et qui ne sont pas tronquées, ça pose quand même problème, non seulement à l'échelle du club de l'Olympique de Marseille sportivement, du football français, et peut-être même à l'échelle mondiale, puisque si le VAR aujourd'hui ne fonctionne pas ou qu'il y a des problèmes systémiques et techniques vis-à-vis du VAR, c'est quand même une problématique qu'il convient de clarifier. Et on attendra bien évidemment à ce qu'il y ait davantage d'éléments qui sortent sur ça, hein. Ça se trouve que d'autres éléments sortiront un jour dans d'autres médias, mais c'est quand même une bouteille à la mer très intéressante que Pablo Longoria a ajoutée en conférence de presse et qu'il conviendra de clarifier. Donc voilà, en somme, par rapport à la conférence de presse de Pablo Longoria, pour ce point d'actualité, on peut souligner que le président de l'Olympique de Marseille a été particulièrement cohérent dans les plans qu'il a évoqués pour l'avenir du club, autant sportivement que vis-à-vis des institutions, que sur cette polémique de l'arbitrage. Euh, on peut quand même revenir sur un point qui, selon moi, est important dans sa conférence de presse et qui est important dans le discours des dirigeants depuis un certain temps, c'est lorsqu'il évoque les problèmes en interne à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y a eu cette déclaration qui est juste sous mes yeux. Au club, il y a une maladie chez certains qui n'arrivent pas à respecter leur place que je veux éradiquer. Créer des tensions au club, se mêler des choses qui ne nous concernent pas, ce n'est pas normal. C'est une déclaration qui fait écho quand même à certaines prises de parole de Benatia, notamment dans la Provence. On se rappelle qu'il avait pris la parole à de multiples reprises pour dénoncer l'attitude de certains en interne, notamment il visait Jean-Pierre Papin, il visait par exemple la directrice générale. Et on sent qu'il y a quand même eu cette saison des tensions aussi au club qui sont restées, malgré le fait qu'elles n'ont pas été aussi publiques que la saison passée. On savait qu'il était notoire que des gens voulaient faire sauter le président de l'Olympique de Marseille. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce contexte nocif qui impacte le sportif, qui fait que des entraîneurs ne peuvent pas rester à l'Olympique de Marseille quand De Zerbi se plaint par exemple des fuites, parce qu'il y a des gens qui sont contre-productifs, qui n'occupent pas leur place et qui font que sportivement le club est dérangé par des problèmes internes et administratifs. Ben, on peut comprendre qu'il y a un entraîneur qui se retrouve dans ce genre de tension, qui voit son nom être égratigné dans la presse, ne souhaite pas forcément continuer l'aventure. Donc on voit qu'au-delà de la restructuration sportive du club, des nouvelles ambitions, tant en termes de continuité que de projection, il y a aussi cette problématique interne au club de changer les choses quoi, en interne, d'arrêter d'avoir quelque chose de contre-productif à l'OM, quelque chose qui a souvent été souligné, des tensions entre clans en interne. Et Pablo Longoria et Mehdi Benatia, c'est ça qui est positif, sont sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ça. Donc c'est globalement positif. Et je pense qu'on peut faire quand même un petit point avec l'actualité du côté de l'Olympique de Marseille. C'est que bah, on a vu cette semaine qu'une historique du club, Élodie Malatray, avait été écartée. C'était les informations de 13-013. Elle est désormais plus présente en conférence de presse. On peut se dire que quand même, ça a un petit lien avec ça, parce que c'est quand même une historique du club. Son influence a été plusieurs fois dénoncée à travers des publications, mais également à travers des articles ou des prises de parole. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus au club, donc on peut se dire aussi qu'il y avait peut-être un lien avec ça. Mais voilà, en tout cas, Pablo Longoria a une prise de parole que j'ai trouvée globalement très intéressante, très cohérente et ça vaut le coup de le dire et j'espère en tout cas, parce qu'on parle beaucoup, je parle beaucoup, des paroles, mais j'espère que les actes suivront et j'espère que tout sera fait en sorte à ce que Roberto De Zerbi reste à l'OM la saison prochaine. Je vais juste conclure avec des infos mercato et des infos sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Hem
Donc RMC précisait hier que De Zerbi avait à cœur de revenir sur certains épisodes qui l'ont contrarié avant de penser à l'avenir. C'est quand même, je pense, le point qui va, comme j'ai dit en introduction, qui va articuler l'avenir de l'Italien, c'est vraiment revenir sur ces périodes de tension qui ont quand même marqué la saison. On se rappelle de l'OM post-Auxerre où c'était très tendu avec lui en conférence de presse, où ça a été très tendu avec le groupe. On se rappelle de ce qui s'est passé après Reims, on se rappelle de ce qui s'est passé après Monaco, toutes les fuites. Et vraiment, si on veut un OM sain, autant à l'intérieur par rapport aux éléments perturbateurs ou dissidents, comme on l'a évoqué, mais aussi à l'extérieur par rapport aux publications journalistiques, c'est quelque chose qui doit être mis sur la table. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que les dirigeants n'arrivent pas à conserver leur coach. Mais je pense que plus globalement, et c'est même moi quelque chose que je suis en train de ressentir à travers ce qu'évoque Roberto De Zerbi, c'est que structurellement, ce club est nocif de l'intérieur et qu'il faut changer ça, quoi, factuellement. Il faut changer ça, il faut faire en sorte à ce que ce ne soit plus le cas pour pouvoir s'installer sur la durée avec Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui a quand même répété à plusieurs moments qu'il voulait faire 5 ans à l'OM. Donc je pense que lui ne va pas mentir à dire ça et je pense qu'il veut vraiment clarifier la situation pour pouvoir faire ça. En tout cas, l'information un peu inquiétante qui était sortie hier, c'est que même les joueurs avec qui le coach italien entretient de très bonnes relations ont confié à l'entourage qu'ils n'étaient pas sûrs de le voir rester à 100%. Donc on verra ce que ce sera, mais en tout cas, ce sera le premier point de travail pour la direction cet été, conserver Roberto De Zerbi, faire en sorte à ce qu'il reste. Les 2 parties ont envie de rester et si on veut faire un mercato paisible, si on veut enfin pouvoir construire, ce sera une condition sine qua non. Alors, quelques informations mercato désormais parce que, le mercato, va arriver très rapidement une fois que Roberto De Zerbi aura rencontré la direction et se sera mis d'accord avec elle. On a eu quelques infos, hier, notamment une info en défense centrale puisque Facundo Medina discuterait avec l'Olympique de Marseille selon TypeSport. TypeSport, c'est la première source, journalistique, en termes d'exclusivité d'informations sportives en Argentine, donc c'est quelque chose de plutôt fiable. Si l'intérêt pour Medina avait été évoqué par plusieurs journalistes français, là, on a clairement une source d'Argentine, donc potentiellement proche du joueur ou de son agent, qui évoque clairement, des discussions entre l'OM et Lens. Donc, moi qui pensais que le dossier Laporte était prioritaire en défense centrale, visiblement Medina est véritablement une piste pour l'Olympique de Marseille, donc à voir comment ça évolue. Pour donner mon avis, moi, Medina, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je pense que c'est un profil idéal dans une défense à 3 pour jouer excentré gauche, dans un club comme l'OM, étant donné qu'il a une expérience européenne, qu'il a une expérience de la Ligue 1, qu'il est gaucher. En fait, qu'il a le profil pour jouer à 3 derrière. Maintenant, moi, je me pose la question, si Roberto De Zerbi veut bel et bien revenir à 4 derrière, aujourd'hui, quelle est la vraie pertinence du profil de Medina? Dans le sens où il a essentiellement évolué dans une défense à 3 et il a performé dans une défense à 3 et on sait ô combien évoluer excentré, encore plus excentré dans une défense à 3, c'est différent que d'évoluer dans une défense à 4, notamment en matière de style de jeu. C'est un joueur qui s'est révélé dans le style de jeu intensif et un peu total de Francaise à Lens. Est-ce que ça va pas lui faire un changement dans le style de jeu de l'OM? Est-ce que c'est compatible cette transition? Pour ce qui est du système, franchement à 3 ce serait super, à 4 je réfléchis. Et pour ce qui est de l'attitude et du caractère, je trouve que c'est un joueur qui est OM compatible, tant en termes de niveau intrinsèque, avec ce qu'il a montré à Lens, qu'en termes de personnalité où voilà, c'est un joueur qui a du vice, c'est un joueur qui est, voilà, c'est un joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe, mais que tu détestes lorsqu'il est dans une équipe adverse et c'est un joueur de caractère et je pense que l'OM a besoin de ce genre de joueur et surtout c'est un joueur qui a fait énormément d'appels du pied à l'OM, à travers des photos, à travers Balerdi lui-même qui a parlé du fait que Medina voulait venir à l'OM. En tout cas, c'est un joueur qui va quitter Lens. Aujourd'hui, Lens se réclame une vingtaine de millions d'euros, donc à voir si l'OM accélère sur le dossier. Mais en tout cas, il y aura une vidéo Mercato Idéal sur la chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Je donnerai moi personnellement mon avis sur les joueurs que je recruterais bien. Mais Medina, sincèrement, dans une défense à 3, je trouve ça parfait, surtout qu'on n'a pas eu d'excentré gauche convenable cette saison, en dehors de Kondogbia. Je pense que ça serait une vraie plus-value. Mais à 4, je me pose personnellement la question de la pertinence du profil d'un joueur qui n'a pas vraiment évolué dans une défense à 4. En tout cas, cette vidéo est terminée. On a évoqué la plupart des dossiers. Il y avait aussi le cas de Valentin Rongier que j'ai oublié d'évoquer, mais Pablo Longoria a fait un petit point sur sa prolongation en évoquant le fait que c'est quand même un joueur qui a un statut particulier parce qu'il a fait 6-7 saisons à l'OM et qu'on va, enfin, sous-entendu, on va pas le mettre dans l'offre quand même Bemba, mais il a une offre de prolongation sur la table et s'il ne prolonge pas, il faudra partir. Mais voilà, en tout cas, on a fait un point total. On a l'avenir de Mason Greenwood, l'OM veut le conserver, le joueur veut conserver. L'avenir de Zerbi, l'OM veut le conserver, lui veut rester, mais il faut discuter pour se mettre d'accord. Et Rabiot, un peu à l'instar de Roberto De Zerbi, il faut discuter. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez
ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de l'intervention de Pablo Longoria. Est-ce que vous l'avez trouvé cohérent? Est-ce que vous avez aimé, vous avez apprécié, les propos qu'il a tenus? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Roberto De Zerbi? Pensez-vous qu'il va rester? Pensez-vous qu'on assiste à une Sampaoli bis avec, un coach qui s'apprête à partir parce qu'il n'est pas satisfait des conditions actuelles du club? Est-ce qu'on en fait trop, justement, sur ce dossier? Vous me dites tout en commentaire. Vous vous abonnez également à la chaîne parce qu'on est désormais 9 000 abonnés et on espère, faire exploser la chaîne cet été. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne cette semaine, notamment un bilan de la saison de Roberto De Zerbi, avec, Tino, Samy et Enzo et puis une vidéo certainement mercato idéal. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à soutenir notre contenu, à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM!